Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du Bitcoin. Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter? Avec maintenant les ETF Bitcoin qui ont été approuvés, le halving qui arrive à grands pas, les ETF sur Ethereum qui également devraient arriver, en tout cas s'ils sont acceptés d'ici le mois de mai 2024. Donc pas mal de choses à venir pour cette année 2024. Donc on va un petit peu voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, petit rituel comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Je rappelle que je partage pas mal de choses complémentaires par rapport à ce que je fais déjà dans les vidéos par rapport au marché des crypto-monnaies, mais pas forcément que le marché des crypto-monnaies. Je partage de manière beaucoup plus libre qu'est-ce que je fais en termes d'arbitrage au niveau de mon portefeuille. Donc pour s'inscrire, c'est gratuit. Le lien, il est en description. Alors dans cette vidéo, on va parler de plusieurs sujets, donc 5 sujets. On va parler un petit peu des permabères. Pourquoi est-ce que les permabères ont toujours raison sur YouTube et pourquoi est-ce qu'ils attirent et est-ce qu'ils font toujours autant de vues et est-ce que les gens sont tout le temps intéressés par regarder, regarder et écouter en fait ce que ces personnes-là ont à dire. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs intéressants justement à bien comprendre quand il y a des personnes qui sont tout le temps dans la négative, limite parfois dans le complotisme. Pourquoi est-ce que ces personnes fascinent toujours toute une partie de la population? Deuxième point, on va parler un petit peu du lancement des ETF sur le Bitcoin et pourquoi est-ce que c'était assez prévisible qu'on assiste à un non-événement. On fera une petite analyse du Bitcoin, on parlera un petit peu de où est-ce qu'on est dans le cycle aujourd'hui et on va terminer avec le halving. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les conséquences concrètes du halving? Donc pas mal de choses à voir aujourd'hui. Allez, on attaque. Pourquoi est-ce que les permabères ont toujours raison sur YouTube? Et en fait, pourquoi est-ce qu'être un permabère, c'est la chose la plus facile, la plus simple à faire lorsqu'on communique sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou n'importe quel type de réseau social. En fait, quand on est baissier, c'est vraiment la chose la plus simple. Pourquoi? Alors déjà, il faut comprendre que instinctivement, il y a des réactions qui sont toujours différentes lorsqu'on est plutôt sur la défensive, ça veut dire on est plutôt négatif, dans la négative, et lorsqu'on est optimiste. Donc lorsqu'on est dans la négative, en fait c'est facile de partager des choses qui sont négatives. Pourquoi? Parce que c'est pris en compte par les personnes qui vont nous écouter comme des mises en garde. Et quand on fait en fait des mises en garde, on a l'impression qu'en fait on est bienveillant. On est bienveillant, on a envie d'aider les gens. Voilà. Donc lorsqu'on est en train de parler de choses négatives, de dire attention, soyez prudents, oui mais regardez, il y aura tel et tel événement, soyez prudents, prenez du recul, vraiment faites attention. Lorsqu'on dit en fait ces choses-là, on se dit, en fait cette personne nous veut du bien, cette personne veut nous aider, il veut nous empêcher de faire des bêtises, il veut nous empêcher en fait de perdre de l'argent, donc ils sont extrêmement bienveillants avec nous et donc on a beaucoup plus tendance à écouter ces personnes-là. Et c'est bien pour ça en fait que beaucoup de ces personnes, sans que je ne les cite aujourd'hui, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, voilà, ils sont beaucoup plus écoutés parce que c'est beaucoup plus facile de tenir un discours comme ça. En plus de ça, lorsqu'on a un discours plutôt négatif, plutôt baissier, dans la plupart des cas, en fait, les gens vont traduire ça par « il faut être en dehors du marché ». Donc lorsqu'on est en dehors du marché et que le marché y baisse, là, ces personnes sont adulées. Vraiment, ce sont des dieux vivants. Ils ont réussi à prédire, alors que en fait, personne ne prédit rien. Hein. En investissement et en trading, on n'est pas là pour prédire. On est là pour définir des scénarios et ensuite pour les mettre en application lorsqu'il y a un des scénarios qu'on a prévu qui est en train de se dessiner. Dès lors qu'on parle de prédiction, en fait, ces personnes-là n'ont soit pas compris ce que c'est que de faire du trading ou même de faire de l'investissement et pensent qu'on est là en train de prédire des choses. On ne prédit rien. On prédit absolument rien. Ça, il faut bien le comprendre. Mais en tout cas, voilà, dans la tête de beaucoup de personnes, ces personnes-là, en fait, ils savaient. Ils savaient ce qu'allait se passer, alors que pas du tout. Et c'est juste en fait une question de chance. Moi, demain, je peux dire le Bitcoin va monter. Je peux avoir raison et je peux avoir tort. Est-ce que ça fait de moi une personne intelligente parce que j'ai eu raison? Pas forcément. Est-ce que ça fait moi une personne qui est vraiment débile parce que j'ai eu tort? Pas forcément non plus. Donc, vous voyez que les choses sont quand même pas aussi simples que ça. Et donc,
Forcément, en fait, quand on dit aux gens de rester en dehors des marchés, si les marchés baissent, bah, on est super content, on va dire les mecs sont trop forts, ils savaient que ça allait baisser, limite. Et si ça monte, ben, on va pas dire ouais, ben, à cause de toi, j'aurais pu gagner plus, mais j'ai pas perdu. Donc, c'est pas grave. Au final, c'est difficile d'en vouloir à quelqu'un qui a été, on va dire, un petit peu prudent avec vous, vous voyez. Alors que par contre, dans le sens inverse, si on est un petit peu optimiste, sous-entendu, ça va être traduit par beaucoup de personnes du ah ben tiens, si Alex de Contips a dit ça, ça veut dire qu'il faut acheter. Il faut acheter. Ok, bon, les gens vont acheter, peu importe. Le problème, il est où? Il est que si jamais on a une correction, eh ben là, on va dire ah mais à cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Et là, tout de suite, les comportements vont être très différents. Et donc, vous comprenez bien en fait que c'est pour ça que c'est compliqué d'être optimiste aujourd'hui. C'est pour ça qu'en plus de ça, les optimistes ne sont pas forcément ceux qui sont mis en avant. Aujourd'hui, on regarde les chaînes qui sont les plus mises en avant dans la finance traditionnelle, par exemple. C'est quasiment que des chaînes de permabère. C'est que des chaînes qui passent leur journée depuis des années à ne faire que dire que tout va s'effondrer, alors que rien ne s'est effondré jusqu'à présent. Et ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils n'arrêtent pas en fait de dire aux gens de ne pas investir, d'être prudents, alors que les marchés, ils ont fait que monter. Donc vous imaginez en fait ce manque à gagner qui est colossal. Et au final, c'est ça en fait le gros du problème aujourd'hui, c'est que on est en fait envahi de ces personnes-là, mais en plus on leur donne raison dans le sens où tout le monde regarde ce qu'ils ont à dire, alors qu'en fait, dans la plupart des cas, c'est même pas super intéressant. Voilà. Donc je voulais vraiment parler de ça aujourd'hui parce que là j'ai fait un titre plutôt positif. Parce que moi, je m'en fous complètement en fait de l'avis des gens et surtout des retours des gens. C'est-à-dire que si les gens viennent rager dans les commentaires pour dire que c'est à cause de moi qu'ils ont perdu de l'argent, ben en fait, je m'en fous complètement. Vraiment, ça me passe au-dessus là, mais je m'en fous royalement. Mais je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes qui vont recevoir beaucoup de critiques et qui après vont tout simplement arrêter de le faire. Et ça, c'est vraiment une chose qui est infecte aujourd'hui sur les réseaux sociaux, malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a très très peu de personnes qui partagent des choses négatives. Dans les crypto-monnaies, on en trouve quand même des personnes qui parfois le sont un peu trop, quand le contexte il l'est pas du tout, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Mais dans la finance traditionnelle, on le retrouve encore plus. Voilà. On va vous dire que tout va mal, c'est la fin du monde, en fait tous les jours c'est la fin du monde, mais ça fait 20 ans que les marchés font que monter. Voilà. Donc, arrivé à un moment, en fait, ces personnes-là, elles vont jamais accepter d'avoir tort et elles vont toujours justifier, en plus, quand elles ont tort, par les marchés sont manipulés, oui, mais c'est à cause de la banque centrale, oui, mais c'est à cause de ça, sinon j'aurais eu raison. En fait, déjà, dès qu'on a un raisonnement comme ça, ces personnes-là, il ne faut absolument pas les écouter. Parce que s'ils ne sont même pas capables d'accepter quand ils ont tort et quand ils se trompent, et ben pour le coup, vous comprenez bien que ça ne sert absolument à rien d'écouter ce genre de personnes. Il y a également d'autres problèmes aujourd'hui qui font que sur les réseaux sociaux, il y a besoin de filtrer énormément ce que vous allez entendre, voir, lire. C'est que, en fait, quand on donne la liberté d'expression à trop de gens, et surtout en fait que trop de gens ont une audience, et ben on se retrouve avec des personnes qui parlent de choses dont ils ne maîtrisent pas. Soit on est expert de tout, donc on est expert de rien. Et ça, on les voit, les personnes qui parlent de tout, qui prétendent être experts de tout et qui parlent d'une façon où on a l'impression que les mecs maîtrisent tout. Alors qu'en fait, dès que nous, on voit ces personnes-là qui parlent des crypto-monnaies, moi qui, voilà, je me considère, je ne dirais pas forcément un expert, mais en tout cas une personne qui m'y connaît quand même plutôt bien là-dedans depuis le temps. Quand j'entends des personnes qui sont experts de tout, qui parlent des cryptos, à chaque fois, c'est pour dire des conneries. Donc, vous comprenez bien en fait que personne n'est expert de tout. Et le plus gros des problèmes également avec les personnes qui disent des conneries sur les réseaux, et Dieu sait qu'il y en a, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, je les filtre énormément et je ne regarde quasiment plus rien sur les réseaux parce qu'il y a tellement des choses de mauvaise qualité que ça en devient difficile de trouver des choses de bonne qualité. Mais en plus de ça, ça demande trop d'énergie et trop de temps pour expliquer aux gens pourquoi est-ce que ces personnes-là n'arrêtent pas de dire des conneries à longueur de journée. Et c'est notamment ce qu'on appelle la loi de Brandolini. En fait, c'est l'énergie que ça demande pour aller expliquer pourquoi est-ce que cette personne dans telle vidéo dit que des conneries. Ben en fait que ça n'en vaut pas la peine, tout simplement ça n'en vaut pas la peine, ou alors on le fait une fois, deux fois, puis après on en a ras le cul, parce qu'en fait on passerait notre temps à faire ça, tellement qu'il y a de conneries aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et dans le milieu de l'investissement, en fait dans la plupart des cas, et ça je pense que vous le verrez avec l'expérience, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent de trading mais qui ne sont pas traders,
Et ça, Dieu sait qu'il y en a énormément, et parfois des très connus. Et pareil en investissement. Des personnes qui passent leur temps à parler d'investissement, les mecs, ils n'ont même pas 20 ou 30 000 balles en fait, de portefeuille d'investissement, ils n'ont rien connu, ils n'ont aucune expérience sur rien, et pourtant ils savent tout. Voilà. Et ça, on le voit partout. Et c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable. Et moi, en tout cas, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai pris beaucoup de recul par rapport aux réseaux sociaux. Mais voilà, donc je tenais un petit peu à mettre les points sur les i par rapport à ça, à mettre également à faire une mise en garde par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, parce qu'il y a tellement de conneries que honnêtement il faut vraiment faire attention. Et pourquoi est-ce que c'est toujours compliqué d'être optimiste dans les vidéos, et surtout avec des titres optimistes. Mais après voilà, une fois qu'on a compris un petit peu tout ça, je pense que c'est le principal. Maintenant, on va parler un petit peu du lancement des ETF. Alors, le lancement des ETF, c'était un non-événement. Est-ce que c'était surprenant? Non, pas vraiment. Je veux dire, en fait, la chose la plus cohérente, c'est que ce soit un non-événement. Pourquoi? Parce qu'un événement connu à l'avance, ça faisait des semaines et des semaines qu'on savait plus ou moins que la date prévue était, je crois, de mémoire, entre le 7 et le 10 janvier. Je crois que c'est à peu près ça, je n'ai pas été vérifié, mais c'est plus ou moins ça. Mais en fait, il n'y avait plus de surprise. Il n'y avait plus de surprise sur rien. Et donc, un événement prévu à l'avance depuis des semaines et des semaines ne peut pas avoir un impact significatif sur les cours. Point barre. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est parce qu'il n'y a pas de surprise. Pour qu'il y ait des mouvements sur un marché liés à un effet d'annonce, il faut qu'il y ait un effet de surprise. S'il n'y a pas d'effet de surprise, il ne peut pas y avoir de mouvement significatif. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas que dans la plupart des cas, c'est la foule qui provoque les mouvements de prix. Donc quand la foule est au courant de ce qui va se passer, quand l'événement se produit, il ne se passe rien, il ne se passe strictement rien, et c'est tout à fait normal. Donc quand je vois aujourd'hui des médias, encore des personnes qu'il ne faut absolument pas écouter, qui nous disent que en fait, le lancement des ETF est un échec, car le prix du Bitcoin est toujours à 42 ou 43 000 $, moi ça me fait rire, mais vraiment je meurs de rire, quoi. C'est à mourir de rire, quoi. Parce que ces personnes n'ont toujours rien compris, c'est incroyable. Ces personnes n'ont toujours rien compris, quoi. C'est absolument normal en fait qu'il n'y a pas d'impact de prix. En fait, limite le contraire aurait été extrêmement étonnant. Le contraire aurait vraiment été surprenant parce que tout le monde savait plus ou moins que ça allait se passer comme ça, et tout le monde s'était déjà positionné sur le fait que les ETF allaient être approuvés. Donc l'effet de surprise par contre aurait été un refus, évidemment. Et c'est pour ça que notamment dans ma dernière lettre d'investissement, j'avais dit que techniquement il n'y avait strictement rien à faire sur l'effet d'annonce, qu'il ne fallait surtout pas jouer justement un achat sur l'effet d'annonce, que la seule chose qu'on pouvait faire c'est soit de ne rien faire, surtout si on est investisseur, mais si on fait de la gestion active, éventuellement se hedger. Voilà, on se hedge en partie, soit via des contrats futurs, soit via des options, pour se protéger du scénario, on va dire, auquel le marché n'est absolument pas prêt, ça veut dire un refus, et mis à part ça, sinon il n'y a strictement rien à faire. Ou alors on allège le portefeuille, c'est ce que moi j'ai fait, on allège un petit peu le portefeuille avant, on laisse l'événement se produire, il ne se passe rien, on se repositionne, et au final je me suis redépositionné juste après quand il y a eu le rejet des 48 000 $. Ça c'est vraiment des choses que je partage vraiment en direct dans ma communauté privée. Et donc maintenant voilà, on a tranquillement allégé en se préparant sur une éventualité d'une correction. Je ferai justement l'analyse du Bitcoin un tout petit peu après. Donc grosso modo, on le voit tout de suite, c'est de suite retombé. En fait, tout le monde n'arrêtait pas de nous bassiner avec les ETF, les ETF. Tout le monde était super optimiste. Dès que ça allait être annoncé, le Bitcoin allait être à 50, 60, 70 000 $. J'ai même vu des articles dire que le Bitcoin n'étant même pas encore à 100 000 $, en fait, c'était un échec. Non mais c'est à tomber par terre tellement que des fois on lit des conneries sur conneries. Et encore une fois, moi c'est pour ça que je ne regarde pas ce que disent les médias. Des fois je vois des trucs circuler, mais c'est ahurissant, quoi. C'est vraiment ahurissant. Donc grosso modo maintenant il se passe quoi? Il se passe qu'il y a un sentiment assez baissier. Moi ce qui me fascine c'est qu'il y a un sentiment assez baissier. J'ai vu pas mal de personnes commencer à critiquer Grayscale en train de dire en fait si le Bitcoin baisse, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une baisse? Franchement je ne suis même pas certain.
Voilà, est-ce qu'on peut appeler ça une baisse? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une petite correction, mais c'est à cause de Grayscale. Et durant plusieurs semaines, on n'a pas arrêté de nous bassiner. C'est à cause de Grayscale, il y a une grosse pression vendeuse à cause de Grayscale. À cause d'eux, en fait, le prix du Bitcoin est en train de baisser. Bon, déjà, quand vous cherchez un responsable d'un mouvement de prix, vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Parce que honnêtement, on s'en contrefiche totalement de savoir pourquoi est-ce que le Bitcoin est en train de corriger. Parce que chacun a son avis. Certains vont me dire c'est à cause de Grayscale. Moi, je vais dire que c'est totalement normal d'avoir une petite pause au niveau du Bitcoin. Après la hausse quasi sans interruption qu'on a eue depuis novembre. Voilà. Donc d'un point de vue purement technique, le fait qu'on ait une baisse, c'est totalement cohérent. Est-ce que c'est à cause de Grayscale? Ben voilà, en fait, chacun a son avis par rapport à ça, mais en réalité, on s'en fout complètement. En fait, on s'en fout royalement de tout ça. La seule chose qui compte, c'est de savoir qu'est-ce que nous disent les graphiques. Voilà. Donc ça, malheureusement, il y a encore beaucoup trop peu de personnes qui le comprennent et qui l'appliquent réellement. Et donc systématiquement, on va chercher des responsables et des coupables. Donc quand c'est pas moi le coupable parce que j'étais un peu trop optimiste, eh ben c'est forcément une autre personne. Mais c'est jamais nous. Voilà, c'est jamais nous en fait le coupable parce que toutes les personnes qui ragent sont des personnes qui sont surexposées au marché, qui étaient persuadées en fait que le Bitcoin allait exploser sur l'annonce de la SEC et qui maintenant sont comme des cons. Soit ils ont déjà vendu dans la panique à la première mini correction, soit si on a encore une deuxième correction, ils vont être en panique totale. Voilà, ils vont être en panique totale parce que apparemment ils pensaient que le Bitcoin ferait ça, mais c'est exactement l'opposé qui se produit, comme c'est souvent le cas, bien évidemment. Alors, est-ce que les ETF, c'est vraiment un échec? Il suffit de regarder un petit peu maintenant, qu'on a un petit peu de recul, le compte-rendu donc, des différents ETF. Donc, il y a grosso modo aujourd'hui deux principaux ETF, parmi les deux plus gros émetteurs qui sont BlackRock et Fidelity. Alors, bien évidemment, il n'y a pas que, hein, il y a aussi il y a ProShares, il y a ARK, il y a Bitwise, il y a Invesco, il y a Vanek, etc., etc. Mais dans les plus gros, aujourd'hui, c'est principalement BlackRock avec iShares et Fidelity. Donc, grosso modo, aujourd'hui, on voit qu'on a quand même des ETF. Donc, celui de BlackRock à 3 milliards et celui de Fidelity qui est à 2,3 milliards et celui de ProShares qui est à 1,8. Donc là, on est à 3, 4, 5, 6 milliards. On est à 6, 7 milliards même. 7 milliards, grosso modo, uniquement si on prend les principaux ETF en termes d'actifs sous gestion. On a l'ETF de Grayscale qui est déjà à 20 milliards, mais lui, il a été converti. En fait, il y avait déjà 25 milliards dans leur trust. Là, ils n'ont fait que le convertir et en fait, il a perdu 5 milliards. Parce que tout le monde se barre de l'ETF de Grayscale. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est pour encaisser des grosses plus-values. Parce que ceux qui ont acheté des parts de GBTC qui avaient un premium négatif durant toute l'année 2023 jusqu'à moins 50%. Donc, ça veut dire que quand le Bitcoin était à 16 000 $, on pouvait l'acheter à moitié prix si on achetait du GBTC. Encore fallait-il le faire. Voilà, je n'aurais pas la prétention de dire que moi, je l'ai fait, absolument pas. J'ai vu l'opportunité, je n'ai absolument pas eu le courage de me dire, tiens, j'ai suffisamment confiance en Grayscale et au fait qu'ils vont réussir à convertir leur trust en ETF, surtout qu'à ce moment-là, personne parlait des ETF et BlackRock n'avait absolument pas encore déposé son dossier. Moi, je ne me suis clairement pas dit que là, ça allait être l'opportunité du siècle. Le risque me paraissait beaucoup trop important. Parce que si on accepte de vendre du Bitcoin à moins 50% sur un point bas à 16 000 $, c'est qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes. Voilà. Donc moi, en tout cas, je ne l'ai pas fait. Peut-être que certains l'ont fait. C'est très bien pour eux. Mais donc, vendre sur un Bitcoin à 48, quand on l'a acheté à moins de 10 000 $, ça paraît totalement cohérent. Donc, il y a des prises de profit massives. Mais en plus de ça, les frais sont de 1,5%, donc les frais de gestion, ce qui est colossal. Et donc forcément, en fait, tout le monde se barre parce que les autres ETF, ils ont des frais qui sont pour l'instant gratuits et qui seront de l'ordre de 0,02 voire 0,3%, ce qui est ridicule par rapport à 1,5%. Donc de mon point de vue, sauf s'il y a un changement au niveau des frais, je pense qu'on passera de 20 milliards à plus rien dans quelques mois. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, oui, il y a une sorte de petite pression vendeuse qui est exercée sur le marché. 5 milliards, c'est beaucoup et pas beaucoup. Sachant qu'en plus, une partie ont dû être réinjectées dans d'autres ETF. Et il n'y a qu'une petite partie en réalité qui a vraiment été
sortis du marché. Donc on parle de quelques milliards. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas quelques milliards de dollars sortis en quelques semaines qui provoquent une correction. Il faut bien plus que ça. Mais encore une fois, la correction, moi, de mon point de vue, on peut l'expliquer de manière beaucoup plus simple sur les graphiques. Donc justement, par rapport à l'analyse du Bitcoin, bon, ceux qui ont dit, il n'y a pas eu que en gros, l'acceptation des ETF ne sont pas encore pricés alors que le Bitcoin est déjà à 45 000 dollars, je suis désolé, mais ça, c'est pas du tout objectif. On est passé de 27 à 45. Voilà. Donc, c'est une anticipation massive. Donc, lorsqu'il y a une annonce qui est faite, qui était attendue et qui va dans le sens du marché, il ne se passe rien. Voilà. Donc, il y a eu un petit peu de volatilité. On a fait une tentative de cassure des 48. Je rappelle que c'est une résistance majeure. Comme toute résistance majeure, on la teste plusieurs fois avant de pouvoir s'en affranchir. Donc là, on l'a testé une première fois. En plus, sous l'effet d'annonce de la SEC. Donc ça avait quasiment aucune chance de réussite. Donc forcément, on s'est fait rejeter. S'en est suivi une correction. Ça a commencé tout de suite à paniquer. Comme à chaque fois, de toute façon, beaucoup de personnes pensent que les marchés ils font que monter en ligne droite, alors que ce n'est jamais le cas. Et c'est très bien comme ça. C'est très très bien comme ça. Mais on a fait une toute petite correction. En réalité, on a fait un retracement de 38,2. Retracement de Fibonacci. On est venu à peine chercher dans la zone des 39 000 dollars. On n'a même pas été chercher un retracement pour l'instant de 50%, alors que c'est franchement un retracement, tout ce qu'il y a de plus banal dans une tendance, on va dire, plutôt haussière, mais qui n'est pas dans une véritable phase de bull market. Alors ça, moi, on m'a pas mal critiqué justement, mais encore une fois, je m'en fous complètement moi des critiques. Mais bon, je le précise, on m'a pas mal critiqué à me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu dis? On n'est pas en bull market, on n'est pas en alt season. Ben non, on n'est toujours pas en alt season. Je suis désolé, mais on n'y est toujours pas. Mais j'en parlerai probablement dans une autre vidéo. On n'est pas en phase de bull market pour une raison simple, c'est qu'on retrace trop et qu'on consolide trop. Dans une phase vraiment de bull market, et on verra ça quand je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on en est dans les cycles, on n'a pas de retracement. Quasiment pas de retracement, ou alors les retracements sont éclairs et ça repart tout de suite. Parce qu'on est vraiment sur une dynamique qui est extrêmement bullish et extrêmement haussière. Dans une configuration de marché où il y a énormément de consolidation et de retracement, je suis désolé, en fait, on ne peut pas considérer qu'on est vraiment dans la phase de forte accélération qui est également appelée la phase de bull market. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que la tendance n'est pas haussière. La tendance, elle est clairement haussière. Maintenant, on est sur une tendance qui n'est pas du tout en accélération pour l'instant. Donc, on n'est pas du tout dans le contexte de marché où tout pète et où on peut se prendre des plus 15 ou des plus 20% en une journée. On n'y est encore absolument pas. Donc, ça veut dire qu'on est encore sur des niveaux d'achat qui, de mon point de vue, sont intéressants. Dès qu'on sera dans une phase de bull market, dès que ça parlera de bull market à tout va, c'est terminé, ne réfléchissez même plus. N'appuyez plus jamais sur un bouton vert, il faudra appuyer que sur des boutons rouges. Un bull market, on vend, on n'achète pas dans un bull market. Ça c'est vraiment la base de la base. Donc, par rapport au Bitcoin, pour l'instant, on a fait vraiment le retracement minimum de chez minimum. On est venu retaper dans la zone des 39. On n'a même pas cassé à la baisse la borne basse des bandes de Bollinger. On n'a même pas été capable de casser le MA25 qui est en escalier ici en violet. Et au niveau du RSI, vous le voyez, on est revenu pile poil chercher dans la zone des 50. Donc maintenant, on a deux scénarios. De mon point de vue, on a deux scénarios vraiment majeurs. Après, il y a d'autres scénarios, bien évidemment. Mais de mon point de vue, il y a deux scénarios majeurs. Soit on continue cette phase de consolidation pendant encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ça, c'est ce que les gens détestent le plus. Parce que les gens, les investisseurs, ils veulent du mouvement. Parce que quand on parle de mouvement, ça veut dire soit des opportunités pour acheter plus bas, soit des opportunités pour vendre parce qu'il y a eu des gros mouvements à la hausse. Mais quand il ne se passe rien, il n'y a rien à faire. Et énormément d'investisseurs, ils ont beaucoup de mal avec ça parce qu'ils sont tellement présents sur le marché qu'ils veulent qu'il se passe des choses. Et donc, très souvent, ils vont se fatiguer. Dans ces phases-là, ils vont tout le temps se fatiguer, essayer en fait de timer le marché, rentrer, ressortir, ils vont cramer du capital alors que techniquement, il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire. Moi, d'un point de vue personnel, quand il y a eu le rejet de la zone des 48, dans la zone grosso modo des 45, j'ai allégé le portefeuille. Voilà. J'ai allégé et maintenant on attend.
Et depuis, j'ai rien fait de plus. J'ai strictement rien fait de plus depuis maintenant plus de 2 semaines. Parce qu'il n'y a rien à faire. Soit on fait notre retracement, on a une deuxième vague de baisse, ce qui arrive souvent. Et dans ce cas-là, on peut venir chercher dans la zone soit des 37 000, mais c'est une zone qui, de mon point de vue, est trop évidente. Parce que tout le monde en parle. Tout le monde parle de la zone des 37. Et donc, je pense que, comme souvent, la majorité des gens, ils ont tort. Donc, on n'ira pas en fait sur les 37. Je pense qu'on ira un petit peu plus bas, chercher un petit peu plus de panique, peut-être dans la zone des 34. 34, 35 000 $, pour moi, c'est une zone où on pourrait venir mécher. Et là, on irait chercher de la panique. Et là, il y aurait beaucoup de personnes qui paniqueraient et qui vendraient. Et ça, c'est quasi certain. Voilà. Alors que c'est une zone d'achat monumentale. C'est vraiment une opportunité de dingue pour acheter si on a l'opportunité d'aller sur ces niveaux-là. Encore une fois, de mon point de vue, il y a très peu de chances pour que ça se produise. Maintenant, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On ne sait pas quels sont les événements qui peuvent également affecter le prix sur du court terme et qui pourraient provoquer des mouvements baissiers. Mais quoi qu'il en soit, la zone des 34 est une excellente zone d'achat. Je doute fortement qu'on aille chercher plus bas. Voilà. Maintenant, si on y va, on peut aller chercher jusqu'au 30, 30, 31. Mais de mon point de vue, ça paraît être une correction quand même très importante. Je pense que s'il n'y a pas d'événement particulier, il y a très peu de chances pour qu'on vienne chercher sur ces niveaux-là. Maintenant, voilà, 2 scénarios. Soit une longue consolidation qui va énerver beaucoup de gens, fatiguer beaucoup de gens, soit une correction plus importante qui va venir aller chercher de la panique. Voilà. Moi, si je devais parier sur un scénario, je parierais plus sur la longue consolidation et sur un retracement qui est quasiment déjà terminé. Voilà. Parce que je pense que c'est le scénario qui est le moins attendu et qui va piéger le plus de gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent un retracement. Et donc, quoi de pire qu'un marché qui ne retrace pas plus et qui commence à partir d'ici 2, 3, 4 semaines, qui repart sur une accélération haussière, alors que quasiment tout le monde attendait une correction. Pour moi, c'est le scénario vraiment, je dirais, le plus improbable, le moins attendu, et donc le Bitcoin, qui a souvent l'habitude de prendre beaucoup de gens en erreur, eh bien, il pourrait très bien aller chercher un scénario de ce type-là. Pour l'instant, aller chercher des scénarios qui sont plus baissiers est totalement prématuré. Il n'y a pas le moindre signal baissier sur les graphiques, que vous soyez en daily, en 3D, en weekly, en mensuel. De mon point de vue, il n'y a pas le moindre signal baissier. Donc, pourquoi anticiper des mouvements beaucoup plus baissiers alors que déjà, on n'a même pas le moindre démarrage et le moindre début d'un signal baissier? Encore une fois, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps, c'est se fatiguer. C'est comme dans une phase baissière de vouloir beaucoup trop anticiper une reprise haussière. Ça ne sert absolument à rien. Il faut laisser le marché faire, il faut laisser les signaux arriver. Et quand il y aura les signaux, on parlera. Si on a des signaux baissiers, je serai le premier à le dire. Et je serai le premier à dire qu'attention, maintenant, il faut être prudent. Bon, ça en plus, c'est facile à dire. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc, de mon point de vue, il faut attendre. Il faut attendre et il n'y a pas grand-chose, honnêtement, à faire. En réalité, je pense que le plus dur est fait. Et je pense que si on suit les différents cycles qu'on a eu jusqu'à présent, c'est justement ce que je vais parler juste après, il n'y a pas grand-chose de nouveau à faire avant un long moment. Voilà. Soit il y a des corrections, c'est génial, on peut encore accumuler. Si on est encore très très peu exposé au marché, s'il y a des corrections, il faudra absolument être capable d'en profiter. Et sinon, il faut continuer une accumulation de type DCA, voire du value averaging pour essayer de rentrer dans ce marché. Je déconseille toujours fortement de rentrer en one shot parce que le timing peut être catastrophique. Si vous rentrez juste avant une baisse, il y a quoi de pire que ça parce que vous prenez de suite une perte qui est dure à gérer psychologiquement parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça, mais qui en plus de ça qui va impacter votre portefeuille sur toute la phase haussière suivante, alors qu'il aura suffi peut-être d'être un petit peu plus patient et appliquer une stratégie pour rentrer un petit peu plus doucement et ensuite associer un DCA avec des injections de capitaux si on a des corrections. Donc maintenant, si on parle des cycles, grosso modo, il faut comprendre une chose, c'est que un cycle, je pense que je ne vous apprends rien, mais voilà, il est composé de plusieurs phases. Bon, là, ils ont appelé donc la phase de hype, phase
de distribution également, ou la phase fameuse de bull market. Voilà, encore une fois, on n'y est pas. On n'y est pas. Ensuite, il y a la phase baissière, donc la fameuse phase de bear market, et la phase d'accumulation, qui est aussi une phase où il y a beaucoup plus de stabilisation au niveau du marché, qui est un petit peu donc la phase de transition, qui permet de digérer un petit peu d'une longue phase baissière et de pouvoir ensuite repartir sur une nouvelle dynamique haussière. Donc là aujourd'hui, si on regarde donc ce rapport de Galaxy qui vient à peine de sortir, et ben on le voit par rapport au timing, on est en fait on est plus ou moins sur la fin de la phase d'accumulation. Voilà. Donc en tout cas, si on se base sur 2016, eh ben, la phase d'accumulation, elle est techniquement terminée. Si on se base sur le cycle qu'il y a eu de 2016 à 2020, il y a encore eu une baisse supplémentaire qui a été liée quasi exclusivement au Covid. Moi, je vois beaucoup de personnes qui commencent à faire des fractales et qui nous disent que et si on avait une correction avant le halving? Ben oui, on peut avoir une correction, effectivement, mais ceux qui font du copier-coller par rapport à ce qui s'est passé en mars 2020, sauf si vous anticipez un nouveau Covid, je suis désolé en fait, mais le Covid est ce qui a provoqué la baisse. Voilà. Là, pour le coup, c'est factuel. Je veux dire, le crack qu'il y a eu sur les marchés financiers a provoqué un crack sur le marché des crypto-monnaies. S'il n'y avait pas eu de Covid, il n'y aurait pas eu de baisse. Voilà. Là, pour le coup, c'est un événement qui a provoqué un mouvement de prix exceptionnel. Mais si on n'avait pas eu cet événement-là, on n'aurait certainement pas eu cette baisse de nouveau du BTC. Donc encore une fois, si on a un événement comme ça, c'est une énorme opportunité pour acheter. Encore faut-il le faire parce que pour provoquer des mouvements comme ça sous-entend qu'il va se passer quand même des choses qui sont assez dangereuses d'un point de vue économique et donc il faut quand même être prudent. Mais en tout cas, si on n'a rien de particulier qui provoque des vrais mouvements, et ben pour le coup, il ne va rien se passer. Et encore une fois, je parle d'événements réellement exceptionnels qui vont provoquer des mouvements. Dans mon groupe, parfois, il y a des personnes qui partagent des actualités. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que ça ne sert à rien de partager les actualités. On n'arrête pas de me parler des États-Unis avec le Texas, de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, etc., etc. Moi, à chaque fois, ce que je réponds, c'est que tout ça, on s'en fiche complètement. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si le S&P réagit. Si le S&P ne réagit pas, si on ne commence pas à se prendre des -2 ou des -3% en une journée, je m'en fiche royalement. Toute l'information que vous allez, on va dire, emmagasiner, accumuler, ne sert strictement à rien. D'un point de vue investisseur, elle ne sert absolument pas à prendre une bonne décision. Il faut la mettre de côté. Après, je ne parle pas du côté humain, etc. Là, on n'est pas là du tout pour parler de ça. Je dis juste en fait que toutes ces informations-là n'ont aucun impact aujourd'hui sur les marchés financiers. Et ça, il faut en avoir conscience. Toutes les news n'ont pas un impact sur les marchés financiers. Le Covid, pour le coup, ça a mis un peu de temps. Mais quand les choses ont vraiment commencé à déraper, au niveau des confinements, etc., ben là, il y a eu des réactions. Encore une fois, le marché ne s'est pas pris moins 50% en une journée. En fait, les choses, on les voit sur les graphiques. Et en fait, la baisse, on l'a vue sur les graphiques bien avant qu'on ait la grosse accélération. Donc moi, encore une fois, c'est pour ça que je ne regarde que les graphiques. C'est la seule chose qui m'intéresse. Toutes les news, moi, je m'en fous complètement. C'est d'abord les graphiques. Et ensuite, s'il commence à se passer un truc, je vais voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc au niveau des news, pour voir s'il y a vraiment un élément qui justifie ou pas d'être plus prudent ou pas. Sinon, ça ne sert à rien, sinon vous passez votre temps. Des news négatives, il y en aura tous les jours, durant toute votre vie. Donc si vous vous fatiguez là-dessus, honnêtement, vous êtes vraiment mal barré, quoi. Donc maintenant, si on regarde un petit peu donc, les comportements de prix pré-halving et post-halving, on voit qu'on est vraiment parfaitement aligné. On est parfaitement aligné avec donc les deux différents cycles qu'on a pu avoir donc après le point bas de 2015 et le point bas de 2019. Il n'y a que le point bas de 2011 qui est un petit peu différent, mais le marché était tellement différent à cette époque que je pense qu'une comparaison par rapport à 2011 n'aurait pas de sens. Donc honnêtement, 2015-2019, on voit qu'on est parfaitement aligné en termes de prix par rapport à ce qui s'est passé. Donc dans le cycle, en fait, pour moi, on est sur la fin de la phase d'accumulation. Je pense que cette phase est terminée et je vais appuyer ce que je viens de dire sur ce graphique-là
qui nous montre les investisseurs de court terme et les investisseurs de long terme. Les investisseurs de long terme qui sont en bleu, qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, et ceux de long terme qui détiennent depuis moins de 6 mois. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que systématiquement, donc dans les phases de distribution, de bull market, les grosses phases haussières, la courbe bleue, elle baisse et elle baisse fortement. Ce sont les prises de profit. Les personnes comme nous, comme vous et moi, qui achetons du Bitcoin quand les marchés ils baissent ou quand on est dans des phases d'accumulation, ensuite on vend pour encaisser les profits lorsqu'il y a énormément de nouveaux entrants qui vont venir sur les marchés et qui vont soutenir les phases de bull market, les phases très haussières. Donc là, on le voit systématiquement, vous voyez que ça monte. Donc énormément de retail, de nouveaux investisseurs en fait qui rentrent, les anciens qui sortent et ensuite, boum, dès que ça craque, dès que ça ne tient plus, ça retombe de suite. Et là, il y a une redistribution dans l'autre sens, donc une accumulation également, où les investisseurs de long terme vont réaccumuler massivement. Et là, on le voit à chaque fois, durant toutes les phases baissières, ça ne fait que monter. Et là, c'est très significatif, vous voyez que ça ne fait que monter. Et là, on commence tout juste, si on zoome un petit peu plus, là, on va le voir, on commence, ça y est, à avoir l'inversion. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que pour moi, ça ne fait que confirmer le fait que la phase d'accumulation est à présent terminée. On commence tout juste à rentrer dans le début de la phase de distribution, donc la phase d'accélération ici, qu'ils appellent la phase de hype. Voilà. Donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on va avoir encore des corrections avant de rentrer dans une phase vraiment d'accélération? On verra. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, dommage pour ceux qui ne sont pas encore exposés. Moi, je m'en contrefiche. Voilà. Moi, je suis parfaitement exposé au marché pour tous les scénarios. Si ça baisse, j'aurai encore une plus grosse exposition. Si ça ne baisse pas, je vais re-rentrer sur les niveaux où je suis sorti, grosso modo. Donc, ça fait strictement aucune différence. Et je rappelle encore une fois que tout ça, je le partage dans ma communauté privée. Donc, voilà un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport au cycle. On termine cette vidéo. On va parler un petit peu du halving. Donc, le halving, il n'y a rien de sorcier. C'est très simple, c'est la réduction de la récompense de minage par 2. Donc, ce qui fait baisser l'inflation, donc la quantité de nouveaux bitcoins qui se retrouvent en circulation, elle est actuellement de 2% et elle va tomber à 1%. Voilà. Donc, quels sont les impacts, grosso modo, du halving? L'impact immédiat, en fait, le seul impact immédiat, c'est les revenus des mineurs. Voilà. Donc, les revenus des mineurs, bien évidemment, qui sont impactés par le halving parce que du jour au lendemain, leur revenu va être divisé par 2. Voilà. Donc, ce sont en fait les seules personnes qui sont réellement impactées par le halving. Tous les autres, il ne se passera absolument rien. Pourquoi? Encore une fois, c'est un événement prévu à l'avance, largement anticipé par tout le monde. Les mineurs l'ont déjà anticipé, les marchés l'ont déjà anticipé. Donc, le jour du halving, les médias vont en parler, génial, super, il ne va rien se passer. D'accord? Il ne va strictement rien se passer. Les mineurs sont ceux qu'il faut absolument surveiller et en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on est dans l'industrie du minage, là, je vous ai mis justement donc, le graphique qui nous montre les revenus générés par le minage du Bitcoin. Donc, les revenus sont en dollars et la courbe bleue, c'est la moyenne des revenus pour essayer un petit peu de lisser sur une moyenne à 365 jours. Donc, grosso modo, on voit que les revenus sont en croissance, ce qui est totalement normal, hein, notamment via l'appréciation du prix du Bitcoin. Alors là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas pourquoi c'est en croissance, parce que le halving, ça divise par 2 à chaque fois les récompenses de minage. Effectivement, mais on va dire que le prix du Bitcoin, il augmente plus que ce que l'inflation réduit. Donc ça veut dire que même si il y a une réduction par 2 tous les 4 ans des récompenses de minage, il y a également les frais à rajouter qui, eux, sont plutôt, on va dire, en croissance. Et en plus de ça, le prix du Bitcoin, il augmente. Je rappelle quand même que les récompenses sont en Bitcoin. Donc même si elles sont divisées par 2, si le prix du Bitcoin est multiplié par 4, vous comprenez bien que ça compense largement les pertes, en tout cas le manque à gagner, on va dire à cause du halving. Donc c'est normal en fait qu'on soit sur une croissance au niveau des revenus, vu que le Bitcoin est dans une tendance de long terme qui est orientée à la hausse. Ça va de soi que si ce n'était pas le cas,
Si le Bitcoin il stagnait depuis 5 ans, bon, ce serait absolument pas pareil et je pense que l'industrie du minage ne serait pas aussi lucrative et il n'y aurait pas autant d'investisseurs dedans parce que ce serait clairement pas rentable. Voilà. Donc les mineurs sont déjà en train de massivement anticiper le halving parce qu'eux, ils savent exactement ce qui va se passer. Les récompenses de minage vont être divisées par 2. Donc, ils sont en train de vendre. Et en plus, ils vendent parce qu'on est sur des niveaux de prix qui sont relativement élevés par rapport au dernier point bas du Bitcoin dans la zone des 16 000 $. Donc, les mineurs ont tout intérêt de vendre pour engendrer des bénéfices, mettre de côté du cash parce qu'ils vont en avoir besoin pour survivre, notamment lors des premiers mois du halving, parce que le prix du Bitcoin sera probablement le même que juste avant le halving. On ne sait pas où est-ce qu'on sera, mais il n'y aura pas trop de changement au niveau du prix. Donc, d'un seul coup, leurs revenus vont vraiment se prendre une claque. Donc, quand on a un business comme ça, tout ça, on l'anticipe. Et donc, forcément, on vend. On vend maintenant pour engendrer un maximum de bénéfices. Et donc, on va dire que c'est souvent pour ça qu'il peut y avoir une pression vendeuse pré-halving. Voilà. C'est à cause des mineurs principalement qui ont besoin de se sécuriser et de mettre du cash de côté. Pourquoi ? Parce que l'industrie du minage est une industrie qui est hyper compétitive et dans laquelle il n'y a que ceux qui sont en meilleure santé financière qui vont survivre. Surtout lorsqu'il y a un halving. Et d'autant plus quand il y a une puissance de calcul qui ne cesse d'augmenter. Voilà. Donc, les mineurs anticipent fortement ce qui est en train de se passer. Et donc, il y aura probablement de la casse parce que les mineurs qui sont en mauvaise santé financière, ils peuvent se retrouver à mettre la clé sous la porte. Et donc, tout ça, ça peut provoquer des mouvements, on va dire, au niveau des mineurs qui vont être amenés à vendre ou à conserver leur BTC. De mon point de vue, je pense qu'ils vont vendre maintenant et une fois que le halving sera passé, ils vont probablement plus conserver les bitcoins dans l'optique de pouvoir les revendre plus cher parce que ça va être le seul moyen pour eux d'assurer des revenus qui vont au moins rester plus ou moins les mêmes parce que s'ils vendent de suite, leurs revenus vont forcément être divisés par 2 parce que le prix n'aura pas eu le temps de prendre de la valeur. Voilà. Donc j'espère que c'est clair par rapport à ça. Et donc c'est pour ça que c'est important de vraiment comprendre l'industrie du minage parce que en fait il n'y a que elle qui est impactée et qui peut impacter le cours du Bitcoin de par son comportement. Maintenant, l'impact de nouveau se fera de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'ils auront de moins en moins de nouveaux Bitcoins. Donc s'ils ont de moins en moins de nouveaux Bitcoins sur un marché déjà extrêmement capitalisé, leur impact sera également de moins en moins important. Voilà. Et n'oublions pas en plus que les mineurs ont pu profiter de toute la période en 2023 avec les inscriptions sur la blockchain Bitcoin principalement, ce qui est vraiment c'est extrêmement rémunérateur en fait pour les mineurs parce qu'on se retrouve à payer extrêmement cher pour aller faire des inscriptions dans les blocs de la blockchain Bitcoin, ce qui est extrêmement rémunérateur vu que les mineurs récupèrent l'intégralité des frais. Donc voilà un petit peu par rapport au halving. Sinon, le fait de baisser l'inflation de 2 à 1%, ça ne peut pas provoquer un mouvement de prix sur du court terme. Ça, pour le coup, ça n'a pas de sens. Ça peut en provoquer sur du moyen long terme. Et c'est pour ça, je pense également qu'en partie, le Bitcoin est dans une tendance qui est plutôt haussière, même si ce n'est pas la seule raison. Parce qu'en fait, il y a d'autres blockchains qui ont un mécanisme similaire, qui ne sont pas du tout dans une dynamique similaire. Il suffit de prendre le Litecoin ou n'importe quel autre altcoin qui est en proof of work sur un mécanisme similaire au Bitcoin, le prix ne fait pas forcément que monter de manière aussi importante que le Bitcoin. Donc il n'y a quand même pas que ça à prendre en compte. C'est un des facteurs qui justifie la tendance haussière de long terme, mais il n'y a pas que ça. D'accord ? On a beau avoir l'actif le plus rare du monde, si personne n'en veut, il ne vaut rien. Voilà. Donc ça, il faut quand même vraiment bien le comprendre. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à débattre de tout ce que j'ai pu dire, qui ne reste que mon avis, mon interprétation des choses. Et encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Même si je connais quand même plutôt bien ce marché, ce n'est pas pour autant que je prétends ne dire que des vérités. Et on peut se tromper quand on fait des analyses. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de partager un petit peu son avis. C'est le but de l'espace de commentaires. Quant à nous, on se retrouve d'ici à quelques semaines pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et
à très très vite. Bye bye.